Donc, comme vous pouvez le constater, ceux qui sont habitués à me voir, aujourd'hui, je suis de retour sur mon canapé rouge chez moi, en 100% télétravail. Mais oui, malheureusement, la crise n'est pas terminée, les restrictions non plus. Mais justement, le travail à distance se poursuit, persiste et bien souvent, malheureusement, la gestion d'équipe en pâtit. Souvent, bien souvent, en tant que manager, entre KPI, compte rendu, marathon de visio, vous ne trouvez pas souvent le temps pour prendre soin de vos équipes. Donc, justement, c'est le sujet que je voulais aborder aujourd'hui. Comment retrouver ou trouver le bon rythme pour prendre soin de son équipe. Aujourd'hui, j'ai pour ce sujet invité Baptiste Bénézé, qui est cofondateur de l'entreprise Team Bakery, qui va nous accompagner et nous apprendre à mieux gérer notre temps pour prendre soin de nos équipes, justement. Donc, je vais laisser Baptiste se présenter et ensuite nous ouvrirons les échanges pour débattre du sujet. Merci beaucoup, Jennifer. Merci beaucoup de l'invitation. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Oui. Ça fonctionne bien? Du coup, je vais reprendre la main. J'ai préparé quelques slides pour vous présenter un petit peu ce qu'on fait. Alors, attendez, tac, je vous affiche bien, comme ça je vous vois en même temps. Donc moi, je m'appelle Baptiste Bénézé, je suis le cofondateur de Team Bakery. Voilà, une petite photo là. Globalement, qu'est-ce qu'on fait chez Team Bakery? Notre métier, c'est d'aider les équipes à mieux travailler ensemble en mettant en avant et en proposant aux managers, et notamment les jeunes managers, de prendre leur marque, de mettre en place des rituels pour effectivement atteindre leurs objectifs et surtout proposer un cadre de travail qui soit le plus confortable et le plus efficace à leur équipe. On est une structure qui a 3 ans d'existence. On a accompagné depuis plus de 1000 équipes depuis 3 ans. Alors, on travaille non seulement pour des grandes organisations, celles-là qu'on aime bien nommer en général, parce qu'effectivement, tout le monde connaît Mazars, Enedis, Legrand, Bouygues, ou Renault, par exemple, Accenture. Mais on travaille aussi pour des plus petites structures, des structures à taille humaine, que ce soit des startups, que ce soit des PME, des ETI, qui ont effectivement des enjeux, et encore plus en ce moment, comme tu le disais, Jennifer, de management à distance. La distance, effectivement, est un révélateur aujourd'hui en termes de management, en termes de bonnes pratiques, de mauvaises pratiques. En tout cas, ça pose vraiment des questions sur quel cadre je peux proposer à mon équipe. Et donc, nous, on accompagne ces équipes avec différents objets. On a des objets physiques, vous pouvez aller voir sur notre site. On fait des box, en fait, à partager avec son équipe pour effectivement décortiquer un sujet, que ce soit un sujet, on va dire, d'efficacité collective, comment se fixer les objectifs, comment gérer notre temps, ou alors des sujets qui sont plutôt liés à ce qu'on appelle des comportements, des soft skills, donc comment donner de la reconnaissance, comment cultiver le feedback dans mon équipe. L'idée à travers ces box, alors je vous parle d'un temps où avec les box, on avait le droit de se regrouper et de partager un moment ensemble. C'est vrai qu'en ce moment, on a plutôt tendance à numériser tout ce qu'on fait, mais effectivement, ce sont des outils qui permettent de refédérer l'équipe, de prendre un peu de hauteur sur la manière dont on travaille ensemble au quotidien et de se poser les bonnes questions pour améliorer les choses. Depuis effectivement le premier confinement, on a renforcé notre expertise plutôt en ligne et on a des outils, alors à la fois des programmes de formation en ligne, mais aussi un club, je vous en parlerai peut-être un tout petit peu à la fin, le club Team Bakery, qui est en gros l'endroit où on regroupe tous nos supports, tous nos outils, toutes nos bonnes recettes, des retours d'expérience aussi de managers qui ont des techniques bien à eux pour effectivement animer leur équipe au quotidien. Et en fait, on a accès à ce club sur abonnement. Voilà, ça rentre dans le budget chouquette qu'on avait l'habitude d'avoir quand on était tous ensemble. Mais globalement, l'idée, c'est qu'effectivement, on aide les managers qui font attention à leurs collègues, qui font attention autour d'eux, à proposer un cadre qui soit le plus sécurisant et surtout qui permette à chacun de progresser autour de soi. Ce que je vous propose aujourd'hui pour lancer le débat, c'est un petit constat sur le télétravail, essayer de partager, se mettre un petit peu tous dans le même niveau et puis de lancer les échanges là-dessus. Je finirai, alors on va voir, on va se passer la parole. Le but du jeu, c'est pas que moi qui parle, mais effectivement, peut-être dans un second temps, vous donner quelques techniques, notamment sur l'organisation personnelle pour vous aider à effectivement reprendre la main sur votre temps. Jennifer, tu parlais de marathon sur Zoom, d'un agenda qui est un peu bouleversé. On a les enfants à la maison, un petit peu compliqué. Donc voilà, 2-3 techniques là-dessus. Et puis, j'ai une ou deux ressources à vous faire passer aussi pour vous inspirer, vous aider à vous challenger sur ces sujets.
Du coup, j'avance. Un point qui me semble très important, on va parler du travail à distance, du télétravail. Je vais faire une sorte de petit disclaimer, enfin une petite précaution avant. Ce qu'on vit en ce moment, c'est pas vraiment du télétravail, c'est du travail en temps de crise. Alors, je vous ai mis deux petites captures d'écran. Je suis désolé, c'est écrit en anglais. Je vais essayer de vous traduire ça. C'est des choses que j'ai trouvées en ligne que je trouve extrêmement intéressantes pour poser le cadre. Première, c'est un tweet d'un monsieur qui s'appelle Mark Richardson, qui travaille pour l'Office des forêts canadien et qui a reçu un message de sa direction que je trouve super intéressant. Il dit qu'en fait, ce qu'ils vivent là, c'est pas du travail à la maison, c'est du travail en temps de crise. Donc, ça n'a pas du tout les mêmes ressorts, on va pas du tout attendre les mêmes choses d'eux, et surtout, il faut vraiment qu'ils fassent attention à eux avant même de penser travail. Je pense que c'est un point en ce moment où un peu tout se mélange. On confond travail à la maison, télétravail, travail en temps de confinement avec les enfants à la maison. On ne parle pas de la même chose. Certes, il y a un vrai sujet de coordination à distance, mais les leviers qui sont derrière et l'effort qu'on peut demander aux gens derrière n'est pas du tout le même. Pour illustrer ça, j'ai un deuxième petit exemple que je trouve extrêmement parlant de mon point de vue, et j'aurais dû peut-être commencer par ça. Teammaker, on est vraiment une jeune structure, on travaille en réseau. La société est basée à Limoges, moi je suis basé à Paris d'habitude, donc on est vraiment en full remote tout le temps. Juste pour vous expliquer qu'effectivement, il y a le travail à distance en temps de pandémie et le travail à distance normal. Et il y a de mon point de vue, il y a beaucoup d'avantages au travail à distance en temps normal. Il y en a beaucoup moins quand on est en temps de pandémie. Vous voyez bien qu'effectivement, on a moins de liberté, on est moins libre de ses mouvements, on est en couvre-feu, enfin voilà, des choses qu'on doit tous un petit peu subir en ce moment, mais globalement, je voulais vraiment faire cette distinction-là, parce que toutes les bonnes pratiques que je vais donner sont plutôt liées au télétravail normal. Ça permet aussi de se poser des questions pour la suite. On va dire qu'il y a une suite positive à tout ça, et de se dire que même si on va revenir au bureau, même si le full télétravail ne va pas devenir la norme dans votre organisation, normalement, il va y avoir plus de travail en hybride, plus de travail à distance. Il y a des chartes de télétravail qui apparaissent de plus en plus dans un maximum d'organisations. Donc, il y a un vrai sujet de comment je coordonne mon équipe avec la distance, que ce soit du télétravail ou non, que ce soit l'hybride ou non. Globalement, il y a un gros sujet autour de ça. Les enjeux de notre point de vue, alors on a accompagné, je vous disais, on a accompagné un peu plus de 1000 équipes depuis le début de l'aventure Teammaker. Je dirais que depuis un an, on a entre 100 et 200 équipes qui sont passées entre nos fourches coudines, et on a eu beaucoup de travail avec eux justement, d'ajustement, de comment on peut faire monter en compétence les managers sur ces sujets, faire monter en compétence les collaborateurs sur ces sujets. Et ce qui en sort, c'est que en fait, l'enjeu principal, ça va paraphraser des choses que j'ai dit au début, c'est de créer un cadre de travail qui allie confort et efficacité. Alors, c'est une ambition assez forte. Confort, c'est effectivement retrouver un cadre où on s'épanouit dans son travail, et efficacité, c'est retrouver un cadre dans lequel on arrive à avancer sur nos sujets, on arrive à motiver les gens, à engager les gens autour de nous, autour d'objectifs partagés. Globalement, quand on parle de ça, de notre point de vue, et c'est la façon dont on architecture aussi, la manière dont on accompagne, ou on propose aux managers de se challenger, ça se joue sur 4 grands leviers. Et je vais vous interroger ensuite sur ces leviers. Je pense que c'est un bon moyen de lancer la discussion. Globalement, les 4 leviers principaux qu'on a identifiés, il y a un levier d'organisation personnelle qui est extrêmement important et qui est, son nom l'indique, très individuel en fonction du contexte dans lequel je travaille à distance, en fonction de mes enjeux en termes de synchro personnel. On voit que la frontière entre vie pro et vie perso est en train vraiment de... Alors, je ne sais pas si c'est effacé, mais en tout cas, elle est vraiment redistribuée avec cette nouvelle organisation. Le second point, c'est tout ce qui est lié à la communication. Quand on est au bureau, on a une tendance assez forte à privilégier la communication synchrone. On vient chercher les gens dans leur bureau, on profite d'une pause à café, on fait des réunions pour se voir et faire avancer le sujet. À distance, on a un mode asynchrone qui doit devenir la norme, simplement parce que passer ses journées en réunion Zoom, c'est pas quelque chose qu'on peut souhaiter même à son pire ennemi en réalité. Il y a une charge cognitive qui est extrêmement importante, à être tout le temps connecté toute la journée, à être en plus sollicité par différentes notifications. C'est pas parce que des outils sont en réel que tout devient urgent. Ça, c'est un point très important. Donc un gros levier sur lequel travailler seul et avec son équipe, ça peut être effectivement clarifier les règles de communication et surtout privilégier au maximum l'asynchrone quand on est à distance pour avoir justement des moments synchrones de qualité. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut plus faire de réunion du tout, mais retrouver du confort de travail là-dessus.
Le troisième point, qui est un point plus organisationnel, en tant que manager, le levier principal d'animation de son équipe et pour s'assurer que l'équipe continue à bien avancer, c'est de piloter autour d'objectifs à 3 mois, qui peuvent être aussi des choses nouvelles selon les organisations. On a plutôt comment dire, on a plutôt alors on peut avoir du pilotage par quarter au niveau des chiffres, mais au niveau d'animation d'équipe, c'est plutôt du pilotage année. On fait des évaluations annuelles de ses collègues, des choses comme ça. Là, sur des phases où effectivement on est à distance, on a envie de cultiver l'autonomie aussi dans les équipes, le pilotage à 3 mois, bah, ça raccourcit le temps d'observation et puis ça permet aussi d'avoir des plans d'action qui soient beaucoup plus j'allais dire atteignable, mais c'est pas forcément le bon terme, c'est préhensible. On se rend compte qu'effectivement, sous 3 mois, on est capable d'avancer sur tel et tel sujet. C'est pas des horizons de temps trop longs. De toute façon, étant donné qu'on est dans une période globalement assez incertaine, plus on raccourcit la période d'observation d'objectifs, en général, plus c'est rassurant et sécurisant pour l'équipe. Et enfin, le quatrième point, je disais, on va pas pouvoir voir tous les points aujourd'hui, mais le quatrième point, c'est la mise en place de rituels pour engager. Globalement, il y a un vrai sujet qui est très lié à la gestion du temps en réalité, c'est comment je continue à animer mon équipe, à m'assurer que les gens sont toujours mobilisés sur les sujets, à donner aussi le tempo chaque semaine avec des points d'équipe, avec des points asynchrones, avec la communication même asynchrone des one-on-one aussi pour faire un point sur comment ça va, si les sujets avancent. Voilà, il y a un gros sujet qui va servir d'ailleurs quand les gens vont retourner au bureau, parce que je pense que c'est des techniques qui sont aussi utiles quand les gens se voient tous les jours, mais comment moi, manager, je rythme le quotidien de l'équipe. Donc aujourd'hui, moi je vous propose qu'on lance, Jennifer, si c'était OK, on lance le débat là-dessus. J'allais vous poser la question sur ces 4 leviers, donc la question, sur ces 4 leviers que je viens de citer, lequel vous semble le plus important dans votre contexte? Je sais pas comment tu veux qu'on fasse, Jennifer, Directement dans le chat parce que dans le chat. ouais, il aurait fallu le faire un petit peu avant, mais c'est pas Ouais. grave. Dites-nous dans le chat quel est le levier Le plus le plus important. important, le plus challenging, enfin, celui qui vous occupe le plus. Alors, je vais essayer d'afficher le chat en même temps parce que comment je fais pour afficher le chat? Pour le chat, en bas au milieu, vous avez une petite bulle Allez, c'est bon. discussion. Voilà. Vous pouvez ici taper votre message. Donc, organisation perso, entre valeurs, vie pro et vie perso, mise en place rituel pour engager. Et rituel aussi, la 4 aussi. 3, 4. Alors, il y a l'orga perso Organisation aussi. ouais. Ouais. On est beaucoup sur l'orga perso et rituel finalement. La communication aussi. Jennifer, est-ce que tu veux qu'on donne la parole à participants peut-être pour expliciter un petit peu au-delà de. Oui, bien Merci sûr, beaucoup de bien passer. sûr. Bien sûr, on va peut-être enlever la présentation et lancer Ouais. les discussions. Yes. Alors justement, pour ceux qui ont commenté dans le chat, est-ce que quelqu'un pourrait nous en dire un peu plus sur ces leviers qui vous prennent du temps? Je vois Audrey, Gwenola. Oh, je peux me lancer pour. Merci Audrey. Merci. Allez. C'est toujours la première la plus dure. Ouais, c'est ça. Non, pour moi, la difficulté, elle est sur l'organisation perso, du fait d'être tout le temps à la maison. Alors, personnellement, moi, j'ai pas d'enfant, mais du coup, on a tendance à faire des journées à rallonge parce que ça occupe, en fait. Et donc, du coup, c'est comment on fait voilà, comment on arrive à faire ce passage. Et encore, j'ai la chance d'avoir une pièce qui est dédiée chez moi pour le bureau, donc je sors de cette pièce, mais malgré tout, c'est quand même, j'en sors tard, en fait. Et après, ce qui est difficile aussi, c'est le pilotage, parce qu'effectivement, avant, on était 1 an, on avait aussi beaucoup plus de visibilité, même sur notre activité. Et en fait, là, depuis 1 an, la visibilité, elle est restreinte, en fait. On a reperdu en visibilité, en fait, temporelle sur notre activité. Super clair. Et effectivement, c'est un très bon point. Et merci d'avoir précisé, effectivement, le fait d'avoir Alors, il y a eu beaucoup de sondages qui sont sortis sur la gestion du travail. Globalement, il y en a qui disent c'est génial, d'autres qui disent c'est horrible. Bon, je pense qu'on n'a pas encore assez de recul, mais le fait d'avoir une pièce à part, un espace pour s'isoler, pour travailler,
ça a été quand même un vrai facteur de ressenti différent. Merci beaucoup, Audrey, d'avoir amorcé. Est-ce que quelqu'un d'autre veut nous échanger peut-être sur un autre levier qui était important? Oui, il y a par exemple Valérie qui parlait des rituels. Est-ce qu'elle pourrait prendre la parole? Ou Albina? Ou Sylvie? Alors, n'hésitez pas à prendre la parole. Vous avez un micro en bas à gauche qui est normalement barré, que vous pouvez cliquer dessus et votre micro s'active. Valérie, Sylvie, non? Personne? Moi, Marion? Ouais. Oui. Du coup, je vais y aller aussi. Nous, pour les rituels, effectivement, on n'a pas encore trouvé de routine ni de bon équilibre. Chez nous, on a une grosse réunion une fois par mois. Et puis après, c'est vrai qu'on a du mal à faire adhérer à ces... Même si c'est des courtes réunions, c'est vrai que l'adhésion ou des rituels, des choses un peu plus fun ou quoi. Chez nous, faire adhérer les équipes à ces choses-là, c'est plus compliqué. Donc, du coup, et prendre le temps en ce moment est plus compliqué aussi. Les chamboulements font perdre beaucoup de temps, les gardes d'enfants, voilà, les maladies. En ce moment, c'est vrai que le temps est une grande question chez nous. Ouais. Très clair. Et effectivement, il y a eu alors je pense que si on regarde un an en arrière, il y a eu des tentatives, des cafés virtuels, des choses comme ça. Alors, il y a certaines équipes dans lesquelles ça fonctionne encore plutôt bien. Cela dit, en fait, à chaque fois, la question à se poser, je pense, sur les rituels, j'avais prévu plutôt un truc sur la gestion du temps ensuite, mais globalement, pour vous répondre un petit peu là-dessus, les rituels, c'est proposer un nouveau rituel, ça doit répondre à un objectif. Nous, on a plutôt tendance à dire, OK, vous faites quoi déjà? Vous faites une réunion d'équipe, vous faites des points en tête à tête. Inventez pas des choses nouvelles, mais par contre, repensez ces sujets-là pour qu'à chaque fois qu'il ait lieu, il se passe quelque chose et que les gens aient le sentiment de, j'allais dire, pas perdre leur temps, c'est pas forcément la bonne façon de le formuler, mais globalement de se dire, et c'est aussi là où la communication asynchrone peut beaucoup nous aider, traiter au maximum les sujets opérationnels en asynchrone. Ça peut être des emails, ça peut être des documents de travail partagés, ça peut être des messages WhatsApp, chat juste pour se tenir au courant, pour qu'en fait les moments synchrones soient vraiment des moments sur lesquels on prend le temps de savoir comment vont nos collègues. S'il y a des points de crispation, on en parle aussi à ce moment-là. Et effectivement, le côté, le blind test, le café virtuel, les choses comme ça peut aller de temps en temps, mais il ne faut pas on essaye de trop le ritualiser parce qu'en fait, à rendre rituel exceptionnel, on perd un peu les gens. Et puis, globalement, je pense qu'on est tous occupés sur le sujet à la frontière pro-perso en ce moment. Si j'ai le choix entre assister à un blind test et passer une demi-heure avec mes enfants, voilà. Merci. J'ai vu qu'il y avait Manon Blanchard qui parlait de communication. Il y a Audrey qui a levé la main aussi. Ah, ou Audrey, pardon, excusez-moi. Non, juste, je voulais rebondir sur l'histoire des rituels. Nous, dans ma boîte, chez Infusion, on a mis au tout début, au premier confinement, les kiffs. Et en fait, tous les soirs, on se retrouvait à 17h30 et on avait notre rituel de se dire nos 3 kiffs de la journée. Et en fait, ça nous avait permis de finalement garder une dynamique collective, de partager des choses, tout ce qu'on partageait pendant les pauses du déj ou la pause café, en fait. Et puis, ça nous remettait un peu du positif. Et en fait, on a gardé ce truc-là après le confinement. Et aujourd'hui, ça existe encore. Et en fait, on en a 2 par semaine. Et c'est des choses qui sont optionnelles, mais vraiment facultatives. Donc, c'est si on a envie. Et en fait, il y a des fois où on n'est que 2 et c'est pas grave parce que du coup, on se partage un petit truc qui nous a fait kiffer, soit dans la journée, soit dans les jours passés. Et puis, en fait, on se rend compte que quand on a un créneau de 17h30 à 18h30, alors dans l'agenda, il est comme ça, et en fait, c'est un lien Meet. Et en fait, tout d'un coup, des fois, à 18h15, hop, il y a quelqu'un qui passe sa tête, et ça crée une espèce de rendez-vous et ce petit café qui reste effectivement, il y en a qui préfèrent aller faire un tour dehors parce qu'il y a couvre-feu ou parce qu'il y a les enfants, mais n'empêche que ça donne un espace. Et celui-ci, non, voilà, je sais qu'on en a besoin parce que un des soucis qu'on a, nous, c'est la notion de formel et d'informel. Et en fait, on n'a que les rendez-vous qu'on a entre nous, c'est que du formel. Et on a besoin de retrouver cet informel. Et en fait, ce rendez-vous-là nous permet de le trouver, quoi. Donc, voilà, je voulais juste le partager parce que malgré tout, c'est important quand même.
Ouais. Ouais, merci Audrey, c'est vrai que c'est une bonne idée. J'ai dit, je me tais. Oui, peut-être quelqu'un d'autre voudrait prendre la parole? Bonjour. Bonjour, Bonjour Manon. Alors, vous ne me voyez pas, désolée. il n'y a pas de problème. Moi, alors, je travaille comme facilitatrice en qualité de vie au travail, donc c'est effectivement des sujets qui m'occupent au quotidien. Et sur une des équipes avec lesquelles je travaille en ce moment, qui est une association d'une centaine de bénévoles qui travaillent exclusivement à distance. Donc, certes, la période actuelle fait qu'on n'a pas le choix, mais même après, on prévoit de stabiliser un peu le fonctionnement en télétravail. Et donc, on passe par toutes ces étapes-là, notamment bon, pour ce qui est des rituels, ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on arrive à plutôt bien suivre et gérer. Audrey le disait très justement, on arrive de plus en plus à mettre en place des formes de communication informelle malgré la distance. Par contre, aujourd'hui, une des grosses problématiques auxquelles on fait face, c'est la notion de communication, comme Baptiste disait, synchrone et asynchrone, où il est pour moi hors de question de tomber dans de la réunionnite déjà en entreprise de base, mais alors là, à distance, il n'y a pas pire. Et quand même de réussir à rendre suffisamment impliquées toutes les personnes qui vont être plus ou moins à l'aise avec la communication informelle à distance. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'en sortent très très bien, qui naturellement vont garder du lien, entretenir les choses, et il y a ceux qu'il va falloir aller chercher. Et ça, voilà, on est en train de tester différentes choses, et c'est vrai que je suis assez preneuse de conseils sur ces sujets-là, parce que je pense que c'est quelque chose qui permet, une fois plus ou moins bien ancré dans les valeurs d'une équipe, de favoriser derrière la suite du développement, même de la productivité des gens, en fait, à terme. Effectivement, c'est un énorme sujet. C'est un peu la revanche des introvertis, hein, ces confinements. C'est pas celui qui parle le plus fort qui a raison en réunion. C'est fini, ça. De toute façon, on peut muter les gens sur Zoom. Donc ça marche plus. Non, mais clairement, il y a un gros sujet. Alors, nous, parmi les ressources qu'on pourra mettre à votre disposition après, on a fait une checklist qu'on appelait, alors on aime bien les termes anglais, mais le copywriting comme outil de management. En gros, réapprendre à écrire pour ses collègues, pour communiquer en interne. Parce qu'en fait, la communication asynchrone force effectivement à réapprendre à écrire, à se poser la question du message que je veux passer à mes collègues, de ce que je veux leur demander aussi, comment je les mets en mouvement derrière. Et ça peut passer par de l'écrit si on s'est posé la question au moment où on émet le message. Et globalement, ce qui est aussi intéressant du point de vue, j'allais dire, récepteur du message, c'est qu'en fait, la communication asynchrone a ça de vraiment, j'allais dire, super agréable. Je suis biaisé, hein. Je suis plutôt fervent de ces sujets-là. C'est qu'en fait, ça redonne la main au récepteur. C'est-à-dire que c'est la personne qui reçoit le message, qui le traite à sa vitesse et qui décide de traiter ou non le sujet. Donc effectivement, il y a un énorme sujet là-dessus, tant j'allais dire culturellement, parce qu'effectivement, non, tu as raison. Je pense que c'est pas exotique hein, que les gens aiment faire des réunions. C'était déjà le cas avant les confinements. On est partis tous en télétravail et on a essayé de copier le fonctionnement du bureau physique, mais à distance. On se rend compte que ça fatigue tout le monde de sauter d'un Zoom à un autre. Et je dis ça alors qu'on est sur Zoom. Hein. Globalement, effectivement, garder ces moments synchrones pour de la créativité, de l'arbitrage, des messages sensibles. Vous avez un feedback à faire à quelqu'un, bon, on voit très vite pourquoi il ne faut pas le faire par mail. C'est sujet d'interprétation. On a besoin d'avoir un feedback direct, de voir la personne en face, même si c'est en 2D à travers un écran. Ça permet quand même de mettre un peu de sensible là-dessus. Et aussi sur des moments d'inspiration, de partage, comme ce qu'on est en train de faire là. Une fois qu'on a dit ça, tous les sujets qui ne rentrent pas dans ce cadre-là et dans ces 4 grandes familles, ça peut être traité par un email en réalité. Et j'ai envie de dire, on commence à voir quand même certaines vertus du travail à distance pour ça, c'est qu'on évacue les réunions qui auraient pu être traitées par des emails. Les réunions où je suis invité, je viens, mais je n'ai pas vraiment d'impact. Bon, je évacue mon agenda. Enfin, je n'ai pas mon rôle à jouer là-dessus. Ou simplement des points d'étape sur des sujets. On se voit s'il y a des choses à arbitrer, mais globalement, tout le reste et toute l'information peut être fait en mode asynchrone. Ça crée aussi, alors les gens nous disent très vite, oui, mais il y a vachement plus de mails. Oui, mais en fait, ça oblige aussi à bien penser ses emails, à bien les rédiger, à les faire courts,
orienté à l'action, à pas les envoyer à tout le monde non plus. Donc voilà, ça effectivement, ça oblige un certain nombre de choses. Je ne vais pas pouvoir vous parler, mais j'ai un sujet complet là-dessus, sur effectivement la communication synchrone, asynchrone. C'est un des modules qu'on a notamment dans le club, justement pour donner des clés, pour donner des recettes, pour tester des choses avec son équipe. Et puis challenger aussi ses collègues sur ces situations, parce qu'en vrai, si vous voulez mettre en place la communication synchrone, c'est que vous avez observé un problème que vos collègues subissent aussi. Donc voilà, apporter une solution sur ce sujet, elle sera toujours bien accueillie. D'accord. Et du coup, concrètement, ce que vous dites, supprimer certaines réunions, enfin privilégier d'autres, etc. Comment, je sais pas, en tant que salarié ou manager avec la direction, comment le dire finalement? Il faut justement écrire un mail en disant je ne suis pas, ma présence ne sera pas nécessaire aujourd'hui ou... Ouais, alors ça peut être fait par téléphone, ça peut être fait de vive voix au départ, parce qu'effectivement c'est un sujet sensible et on n'est pas non plus des machines. Si on propose à son manager de traiter le sujet par un email et juste de s'appeler 5 minutes plutôt que de faire une réunion d'1 heure, je vois pas trop quel manager va dire non. Bon, voilà. Si vous proposez à quelqu'un de gagner 55 minutes sur sa journée, enfin peut-être que 52 parce qu'il va prendre 4 minutes pour... Enfin, que 52 s'il prend 3 minutes pour lire votre email, globalement, il n'y a pas vraiment de sujet là-dessus. L'idée, c'est quand même, c'est pas de dire qu'il faut faire de la synchrone pour faire de la synchrone, c'est quand même de fluidifier la communication et surtout de préserver les temps synchrones lorsqu'il y a un vrai sujet à traiter, lorsqu'on a besoin de retrouver de la créativité. Manon nous parlait des facilitatrices, j'imagine qu'il y a pour elle un énorme challenge sur effectivement toutes ces sessions de créativité qui fonctionnent super bien quand on voit les gens dans une salle, qui sont un gros challenge à animer. On en fait aussi pas mal quand on est à distance, parce qu'on a besoin certes d'outils, mais en fait les outils ça crée quand même une distance, on n'est pas tous super à l'aise avec les outils numériques. Il y a des trucs qui sont chouettes, puis il y a des trucs qu'on a testés, ça ne fonctionne pas, les tableaux blancs en ligne. Ah, Bérangère qui a pas... Hop. Donc voilà, c'est vraiment la question, c'est tout l'arbitrage en disant quand je veux provoquer une réunion, à quel point on a besoin de se voir, c'est-à-dire est-ce qu'on a une décision à prendre, est-ce que c'est un sujet sensible ou est-ce que j'ai besoin de créativité ou alors est-ce que c'est lié à une information de l'organisation, un truc qui va gérer l'incertitude, du stress dans son équipe. Bon, là forcément, il faut provoquer un moment en live avec ses équipes. Pour le reste, c'est toujours intéressant de questionner les sollicitations. C'est un des sujets sur lesquels je voulais revenir dans les quelques tips que je voulais vous donner, plutôt orienté gestion du temps. Alors, je suis désolé pour tous les gens qui ont choisi les autres thèmes. Si vous voulez creuser, j'essaierai de vous donner des ressources. Et puis, il y a le club aussi qui peut vous aider sur ces sujets-là. On a Oui, un vous nous timing qui est assez donnerez court, donc, donnerez timing est des court, donc je ne peux liens pas que vous je faire mettrai tout dans le le compte truc. rendu. Ouais, sinon, on va survoler. Comment tu veux qu'on fasse? On prend encore peut-être quelques questions? Oui, alors effectivement, est-ce que parmi les participants, quelqu'un voudrait exposer un problème, une problématique qu'il n'arrive pas à régler à distance? Peut-être Alice? Je vois. Est-ce que justement, expliquez-nous pourquoi vous êtes ici? Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à gérer à distance avec vos équipes? Quelles sont les problématiques que vous rencontrez? Le but est d'y répondre aujourd'hui. Peut-être pas. On a des timides aujourd'hui. Du coup, je vais reprendre la parole. Oui. Chez nous, et ça fait 1 an, malheureusement que j'y travaille, hein, c'est la cohésion d'équipe. Ouais. C'est vrai que ça, c'est la cohésion d'équipe à distance, c'est quelque chose qui reste quand même... Audrey disait qu'ils avaient des choses en informel. Nous, on n'en a plus. Les gens adhèrent très peu à l'informel. Pourtant, ils en ont tous les jours. Habituellement, ils en avaient tous les jours plutôt. Voilà, on connaît tous la machine à café, la sortie cigarette. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Et effectivement, le recréer autrement, c'est très compliqué et les salariés adhèrent très peu. Donc ouais, c'est vrai que retrouver une cohésion d'équipe, pas comme avant, mais au mieux, disons, c'est compliqué, ouais. Et les faire travailler Vous m'entendez?
Ouais. Oui. Les faire travailler en sous-groupe. Je ne sais pas quelle taille ont les équipes dans votre orga. C'est des grosses Alors, équipes, c'est des... chez nous, on est une association, on est des équipes entre 10 et 15 personnes. Ouais. Donc, on n'a pas des grosses équipes. Alors, ils communiquent quand ils ont besoin de quelque chose ou de travailler ensemble. Ça communique bien, hein, ils savent travailler ensemble. Mais le reste, après, c'est pas le but. Enfin, je sais pas comment dire. C'est vrai qu'on ne retrouve pas cette cohésion de groupe. Mais quand ils ont besoin de travailler en petits groupes ou se contacter, ça marche plutôt bien, hein. Toutes les équipes sont interconnectées chez nous, hein. Ils peuvent pas, comme dans beaucoup, on ne travaille pas les uns sans les autres. Donc, c'est vrai que ouais, même en interéquipe, ouais, c'est vrai que là, on a annulé nos journées de cohésion, tout ça. Donc, c'est vrai que on a embauché quand même une paire de salariés en un an, une bonne dizaine. Il y a des gens qui ne se sont jamais rencontrés, jamais à peine vus en visio. Je travaille sur les photos, hein, je diffuse, voilà, vous avez réussi à des photos, les choses comme ça aux arrivées. Mais c'est vrai que ça reste compliqué, ouais. Alors pour effectivement... Ah, pardon. Vas-y, Jennifer, vas-y. Non, je voulais donner une petite astuce qu'on fait chez nous, chez Eurecia, pour les onboarding, justement, parce que nous aussi, on recrute pas mal et du coup, on a du mal à, à rencontrer ces personnes-là, à les reconnaître des fois, parce qu'on se dit, mais c'est qui celui-ci? C'est ça. Et finalement, on organise à peu près tous les mois une welcome visio qu'on appelle, qui dure une petite heure, où en fait, on demande aux nouveaux de se présenter rapidement et de faire un petit jeu sur... on fait 3 phrases. Le nouvel arrivant prépare 3 phrases, dont une seule est vraie. Et du coup, voilà, ça permet de donner des petites anecdotes et finalement de discuter, d'avoir un sujet de discussion ensuite, et même à distance finalement, euh, avec la nouvelle recrue. Donc c'est pas mal, ça permet à la nouvelle recrue de voir un peu les visages des autres parce qu'on le fait sur Zoom aussi avec toutes les caméras ouvertes, justement pour voilà, avoir un premier contact visuel. Et ça marche plutôt bien et les gens sont plutôt contents parce que voilà, les anciens se disent bon, bah, on connaît un petit peu les nouveaux, c'est bien, c'est chouette, je sais de quoi je vais pouvoir parler ensuite. Et les nouveaux se sentent un peu plus accueillis et voilà, moins dans dans Moins seul. le flou, voilà, moins seul. Et c'est plutôt pas mal. Donc ça coûte pas grand-chose, c'est facile à organiser. Et tout le monde participe, tous les salariés de Rissia On participent? invite tous les salariés. Alors souvent, on n'est pas au complet, mais on est une bonne cinquantaine en général. Donc c'est D'accord. bien, ouais. On le fait, je crois, souvent le vendredi à midi. Voilà, c'est un moment où tout le monde est plutôt libre, disponible en tout cas. Et ça Ok. marche plutôt bien. Voilà. Ok. Petite Merci. astuce. Moi, je trouve ton exemple assez parlant et pour répondre à Marion, déjà, il n'y a pas de solution miracle. Le point que moi j'ai vu, c'est effectivement l'informel pur, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler la sérendipité, le fait de croiser quelqu'un à la machine à café, ça, on l'a pas. En fait, on est obligé de provoquer les moments. Et pour provoquer les moments, il n'y a pas 10 000 solutions, faut qu'il y ait un objectif commun à l'organisation. L'onboarding, c'est un très bon sujet et l'occasion de regrouper toute la boîte, au-delà d'effectivement accueillir les nouveaux, bah, les gens se voient aussi, donc c'est aussi un moment de partage intéressant. Ça peut être des chantiers internes, typiquement réfléchir sur, je sais pas, la charte RSE, la charte du télétravail, des sujets un peu transverses où on va avoir effectivement, et je pense que là, si vous avez un rôle d'animation sur ces sujets-là, le vrai levier, c'est identifier les ambassadeurs, les gens qui peuvent piloter ça en décentralisé pour nous et qui vont agréger en fait. Et il n'y aura jamais une agrégation de toute la boîte autour de ces sujets, mais plutôt d'aller effectivement faire des groupes de travail là-dessus. C'est un moyen de créer de la cohésion, mais ça va être quand même orienté sur un objectif. Parce que, je reviens sur mon point de départ, l'informel pur, ça demande tellement un effort. Il faut se connecter, il faut trouver du temps dans son agenda. Faut être là, faut allumer la visio. Enfin, vous voyez très bien, c'est pas tiens, on se voit, on se met sur un bout de table, on griffonne quelque chose, on prend un marqueur et on est sur un tableau blanc. Donc, il faut que ce soit organisé et orienté, j'allais dire, action derrière ou qu'il y ait un objectif partagé. L'onboarding est un très très bon sujet et on pourrait quasiment faire je pense, et j'imagine que vous avez déjà fait un webinaire là-dessus sur l'onboarding à distance. C'est un énorme sujet là, ne serait-ce qu'on parlait de communication tout à l'heure. Filtrer la communication quand on est une nouvelle recrue, alors senior comme junior, hein, mais les juniors c'est encore pire.
ils doivent s'ils reçoivent 30, 40, 50 mails par jour, lesquels sont les bons, lesquels sont juste pour information. C'est des trucs bêtes comme ça, mais effectivement, à distance, il y a besoin de recréer un maximum de repères sur ces sujets-là. Et pour vous répondre sur le sujet cohésion, moi, avec un an de recul, après, j'ai pas la vérité absolue, il va sûrement y avoir des nouveaux outils, des purs escape games en ligne hyper immersifs, et effectivement, ça va être génial de vivre ces moments-là. Ça va rester, je pense, des moments anecdotiques sur de la cohésion pure. Malheureusement, il n'y a pas l'outil parfait. En revanche, travailler la transversalité dans l'orga, travailler l'échange, vous allez peut-être me dire c'est tout le temps les mêmes. Bah oui, mais en fait, je veux dire, dans l'orga, il n'y aura jamais 100% d'adhésion, quel que soit le projet. Mais effectivement, plutôt se poser la question en termes de chantier transverse, en se disant bah, tiens, quel chantier je peux proposer aux équipes pour qu'ils se mobilisent au-delà de effectivement ce qu'ils ont à délivrer tous les jours. Et du coup, je reviens un peu à la gestion de temps. On s'est posé la question sur justement diminuer le nombre de réunions. Est-ce qu'il y a d'autres techniques pour gagner en temps sur son planning perso finalement? Est-ce qu'il y a des petites astuces comme ça, des questions à se poser, je sais pas, des tips à mettre en place? Moi, je vous ai préparé quelques slides pour parler de ça. Si vous voulez, je peux les diffuser. On y va? Allez. Tac. Je repartage mon écran. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Ouais, ok, super. Donc, alors déjà, le message global, on va parler de gestion du temps. Le message global, quand on parle de gestion du temps, c'est occuper de vous avant de vous occuper des autres. C'est très, très bête. Bon. L'image n'est pas forcément heureuse, hein, parce qu'on parle de crise. Mais globalement, il y a quand même un sujet assez central, à la fois en termes d'exemplarité. Si vous voulez demander aux gens de faire des efforts autour de vous, bah, appliquez-vous ces conseils à vous-même. Et surtout, il faut que vous réussissiez à vous libérer du temps, vous, pour bien vous occuper et proposer aux autres de quelques techniques et quelques règles. Sur la gestion du temps, je vais parler surtout d'un volet que je trouve hyper intéressant, c'est l'agenda, qui est quand même un outil qui est, je pense, l'un des outils informatiques les plus anciens qu'on a dans nos organisations et qui est un super outil de communication quand on parle de gestion du temps à distance. Faut imaginer, si vous voulez, que quand vous êtes à distance, alors moi je vous propose de faire ça avec vos équipes, vous me direz si c'est faisable ou pas, mais je trouve ça hyper utile. Imaginez qu'en fait votre agenda c'est vraiment l'open space, c'est-à-dire en gros c'est un outil de communication où les gens à chaque fois qu'ils vont vouloir vous solliciter, ils vont déjà regarder dans votre agenda ce qui se passe et ensuite ils vous contactent. Et ça je pense que c'est un réflexe à avoir. Ensuite, je vais vous expliquer qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour justement rendre votre agenda vraiment, j'allais dire, à la fois compréhensible et surtout utile pour faciliter les échanges dans votre équipe. Donc, je vous avais mis un petit exemple là. Alors, je ne sais pas s'il est ultra lisible. Je vais le mettre un peu plus grand. Je ne vais pas vous poser la question, sinon on va exploser le planning. Mais globalement, je vous ai mis un agenda type où vous voyez qu'en fait, je vous demandais quels étaient les soucis là-dessus. Donc, globalement, je vais vous expliquer un petit peu les soucis en global, enfin en général qu'on voit dans les agendas. On a des agendas qui ne sont pas clairs. C'est-à-dire qu'on a des agendas où on a des plages où c'est écrit occupé. Quand je ne suis pas la personne, je vois juste la personne qui a écrit occupé. Et en fait, si vous voulez ne pas être dérangé, il y a un truc que je vous invite à faire, ça marche, j'allais dire dans 100% des cas. C'est pas vrai. Ça marche dans 80-90% des cas. Mettez ce sur quoi vous travaillez, mettez et rendez visible ce sur quoi vous êtes occupé. Que ce soit une réunion externe avec des clients ou que ce soit sur du temps interne où vous voulez être concentré sur un sujet. Si vous travaillez sur le budget du prochain quarter, vous écrivez budget Q2 2021. Je vous assure que les gens vous laisseront travailler, dans la grande majorité, avant de vous déranger. L'autre point, c'est les agendas trop optimistes. Vous savez, ces agendas où les briques sont collées les unes aux autres, il n'y a pas les temps de transport, il n'y a pas les temps de déconnexion, il n'y a pas les temps de déjeuner. Vous avez des trucs empilés comme ça. Vous n'êtes pas en maîtrise si vous ne prenez pas en compte les temps frontières entre deux réunions, simplement soit pour switcher de contexte entre deux choses, soit simplement parce que vous n'êtes pas au même endroit. Donc ça sert à rien. Les agendas pas remplis, alors ça, il y a deux écoles là-dessus. Moi, j'ai tendance à mettre même mon temps disponible pour les autres. Je l'identifie. J'écris des plages où il est écrit disponible, simplement pour que les gens puissent venir s'ils jugent que leur sujet est important, mais pas assez urgent pour venir me déranger. Ils savent qu'à ce moment-là, dans la journée, ils peuvent venir me parler.
Et le quatrième point, c'est plutôt les agendas très fragmentés où vous passez encore une fois, de demi-heure en demi-heure à des sujets différents. Je pense qu'en termes de charge cognitive et encore une fois de changement de contexte, c'est pas forcément des trucs extrêmement cohérents. Donc à contrario de tout ça, les choses à faire, en tout cas les choses à privilégier. Encore une fois, je fais un mode très très rapide là. Essayez d'avoir l'agenda le plus explicite possible. Je vous raconter aussi, il y a 2 petits rituels que vous pouvez faire. Prendre 15 minutes en début de semaine, 15 minutes en fin de semaine pour établir votre agenda de la semaine qui arrive. Commencez pas là sur la semaine tout de suite. Hein. Si vous voulez mettre ça en place, mettez en pratique tout de suite. Prenez votre agenda dans 3 semaines, parce que là, j'imagine que votre agenda cette semaine, la semaine prochaine et même la suivante, il doit être déjà bien chargé. Vous vous calez dans 3 semaines et vous dites, OK, comment je veux organiser mon temps là-dessus? Quelles sont par défaut les plages ou les matinées que je vais me réserver pour du travail de fond? Quels sont les moments où je vais être plutôt en échange? Quels sont les moments où je vais traiter mes emails? Donc un peu organiser tout ça. Essayez d'avoir l'agenda le plus explicite possible, le plus fidèle à la réalité. C'est aussi super intéressant en fin de semaine de regarder son agenda et de se dire « Ah tiens, je devais avancer sur tout ça. Et j'ai réussi, j'ai pas réussi. Je me suis fait happer par tel sujet. J'avais sous-estimé le temps de préparation d'une réunion. Et donc, en fait, ça m'a fait complètement tout décaler. » Le troisième point qui est extrêmement important pour moi, c'est de prendre en compte votre énergie quand on parle d'agenda. Évitez de vous mettre une plage de travail de fond après 3 heures de réunion avec un client en fin d'après-midi. Alors, certains de nos managers nous disent « Ouais, mais moi j'aime bien travailler le soir, comme ça je suis au calme, il n'y a personne qui dérange. » Oui, ok, mais sauf que si vous aviez prévu du temps le matin où vous aviez dit à tout le monde « Ok, là je travaille sur un sujet de fond », bah, en fait vous auriez eu sans doute l'esprit beaucoup plus frais et vous seriez aussi allé beaucoup plus vite. Donc bien prendre en compte votre énergie quand vous concevez votre agenda. Et enfin, essayez d'avoir en tête des choses compactes et cohérentes. Encore une fois, là, je suis plutôt en rapport avec la réalité et surtout de vous dire, si je réserve telle plage de temps, je peux aller jusque-là dans le sujet que j'ai envie de faire. Donc ça, c'est un peu la vue idéale. En se disant, je vous montre un petit peu à quoi ça peut ressembler à un agenda idéal. Il peut faire peur parce qu'il est très compact, mais dedans, il y a des plages de temps libre. Moi, je mets aussi des niveaux de couleurs. Alors c'est très personnel. J'ai des niveaux de couleurs selon les types d'activités. En rouge, des activités qui me demandent beaucoup d'énergie. Typiquement, ce qu'on est en train de faire là, c'est des choses sur lesquelles je suis en relation avec les autres. Je suis en visio, c'est un temps live, donc j'ai besoin de donner beaucoup d'énergie. Mes plages de travail de fond, elles sont plutôt en bleu ou en vert parce que c'est des trucs, je suis cool, on va dire. Je suis que avec moi-même et je peux travailler à mon rythme sur le sujet. Si vous voulez vous lancer là-dedans, quelques petites techniques pour y parvenir, quelques bonnes questions. Jennifer, tu parlais des questions à se poser. C'est questionner votre agenda actuel. Donc, vous pouvez, en même temps qu'on se parle, vous pouvez ouvrir votre Outlook et identifier tout de suite les zones d'amélioration. Je ne vous dis pas de changer les choses vraiment dans la semaine qui arrive, mais plutôt de vous projeter peut-être dans 2 ou 3 semaines sur tout ce qui est réunion interne. Quels sont mes rendez-vous internes récurrents? Est-ce qu'ils sont au bon endroit dans la semaine? Est-ce que j'ai le bon niveau d'énergie? Est-ce qu'ils ont la bonne durée? Est-ce que, par exemple, il y a une partie que je peux faire en asynchrone? Le cas classique, c'est la réunion d'équipe du lundi matin, où en fait, on se passe le micro à tour de rôle, on dit ce qu'on a fait la semaine d'avant. Bon, c'est quand même un peu fatigant à la longue, parce qu'en fait, on a un temps actif dans cette réunion que 5 minutes, parce que le reste du temps, on écoute les autres. Préparer à l'avance un fichier partagé où chacun a dit ce qu'il a fait à l'avance et plutôt se concentrer sur cette réunion, sur l'impulsion de la semaine en disant moi, mes 2-3 sujets chauds cette semaine, c'est faire ça, ça, ça. On va aller beaucoup plus vite. On va pouvoir permettre au manager de passer du temps sur ces messages clés et ça va être beaucoup plus dynamisant pour l'équipe. Du coup, sur les réunions internes, la troisième question, c'est est-ce qu'on peut optimiser ça en envoyant des informations en avant? Sur les réunions externes, est-ce que j'ai bien pris en compte le temps de préparation, le temps de transport? Chose très simple. Sur les sujets à faire avancer, c'est quoi mes sujets importants de ma semaine? C'est quoi les 2-3 choses que j'identifiais où je me dis, tiens, ma semaine sera réussie si j'ai réussi à faire ça, à faire avancer ça et à faire avancer ça. Quel est le niveau d'implication sur chacun de ces thèmes? Quel niveau d'énergie ça requiert? Et enfin, le dernier point qui, effectivement, moi, me tient bien à cœur, est-ce que, a priori, vous êtes plus efficace le matin sur les sujets de fond et plutôt dispo l'après-midi sur les interactions? Ça, c'est un peu le mode par défaut, j'allais dire de tout le monde, mais non, en fait, il y a quand même des gens qui sont plutôt du soir et qui sont plus efficaces en fin de journée. Apprenez à vous connaître et essayez d'avoir un agenda qui reflète au maximum ça pour vous.
Ça, c'est un truc qui me semble plutôt important. Donc, je vous disais, ça peut ressembler à ça. Voilà, c'est des choses qui peuvent être... bon, là, je ne sais pas si vous voyez tout en détail, mais globalement, effectivement, essayez d'avoir les choses les plus explicites possibles, les plus compactes possibles. Et en bonus, effectivement, les codes couleurs peuvent vraiment vous aider à communiquer plus simplement avec vos collègues. C'est un truc qui, pour vous, va être vraiment utile. Et pour les autres, ça va aussi leur montrer que, un, vous êtes organisé, que deux, il y a des moments où ils peuvent vous déranger, des moments où ils ne peuvent pas vous déranger. Et en fait, l'idée, c'est que le travail que vous faites là, individuellement, vous pouvez aussi proposer à vos collègues. C'est vraiment des règles très, très simples. Il y a 2 rendez-vous super utiles pour mettre ça en place. Et ça va vous prendre une demi-heure dans la semaine au départ. Et après, ça va être plutôt 5 minutes chaque semaine. Le lundi matin, quand vous arrivez au travail, quand vous vous connectez au travail, si vous êtes à distance, organisez les moments forts, expliciter les zones de travail de fond. Moi, ce que je vous conseille, c'est toujours avoir par défaut des blocs, même s'il y a juste écrit travail de fond à la base, mais tous les lundis matins, vous transformez travail de fond par les sujets sur lesquels vous allez travailler. Et vous fixez aussi vos priorités de la semaine. Encore une fois, ça ne sert à rien d'en avoir 15 et ce n'est pas une to-do, ce n'est pas une liste de tâches à faire, c'est les 2-3 choses que vous voulez vraiment faire avancer sur la semaine qui arrive et essayez d'expliciter aussi le résultat auquel vous voulez arriver à la fin de semaine. Pour le vendredi après, pareil, 15 minutes de prise de recul, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Il faut être aussi indulgent avec soi-même. Vous allez tester des choses, il y a des choses qui vont marcher, des choses qui ne vont pas marcher. C'est juste prendre le temps d'un point. Il y a une question qui dit quid des aléas et des gros imprévus. C'est là aussi où on en parle. C'est là aussi où en fin de semaine on se dit tiens, j'ai explosé mon planning parce que je n'avais pas prévu ça. Peut-être que la prochaine fois ou peut-être que 2 fois par semaine, faut que j'ai une zone tampon que je laisse libre simplement pour encaisser tous les imprévus que j'ai eu à gérer en début de semaine. Sur les aléas et les imprévus, il y a aussi une autre façon, c'est il y a une autre question à se poser. Je n'ai pas traité là parce qu'on est un peu short on n'est pas short en temps, mais je ne peux pas tout vous raconter là dans ce format-là. Mais il y a un vrai sujet de effectivement questionner chacune des demandes, chacune des sollicitations, apprendre à dire non aussi et dire non. C'est pas juste dire non, c'est en gros il y a 4 grands types de non juste pour requalifier les demandes ou alors dire que ça peut être pas tout de suite dans une demi-journée, ou ça peut être un autre moment, ou ça peut être une autre personne qui est plus experte que vous sur le sujet. Mais globalement, il y a un vrai travail, effectivement, au-delà de l'orga complète, plutôt en termes de soft skills et de comportement, comment vous positionnez face aux demandes externes. Donc, juste pour finir, pour vendredi après-midi, se questionner, prendre du recul, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et surtout se questionner aussi en se demandant comment je peux améliorer les choses à mon niveau, qu'est-ce que je peux améliorer là-dessus. Pour finir sur cette partie, et puis je pense qu'il y aura des échanges. J'ai vu qu'il y a eu pas mal de commentaires, donc je prends tous les bons retours. Juste pour vous dire, nous on a créé en fait une sorte de semaine type du manager à distance en prenant en compte un certain nombre de contraintes. Donc c'est un agenda que vous pouvez télécharger, c'est complètement gratuit. Vous pouvez télécharger. J'ai mis un petit QR sur votre téléphone. Vous pouvez le récupérer, sinon je mettrai le lien on donnera le lien dans le résumé. Globalement, les contraintes qu'on a pris en compte, on s'est dit, il ne faut pas que le temps de management de la personne qui est en position de management lui prenne plus d'un jour par semaine en cumulé. Donc, on a essayé de créer des rituels, on a essayé de créer aussi les moments d'échange récurrents pour garder contact avec son équipe. Le deuxième point, c'est qu'on a aussi fait en sorte que ces moments synchrones d'équipe ne prennent pas plus de 10% du temps de toute l'équipe. C'est un peu des règles empiriques comme ça, mais globalement, c'est de se dire ce type d'agenda, en fait, il va concerner des managers qui sont plutôt des experts, qui ont aussi un travail de production en plus de leur travail de coordination d'équipe. Donc l'idée, c'est pas de leur blinder les semaines avec des cérémoniales, des one-on-one, des rituels d'équipe, mais plutôt de leur dire comment, en même temps que vous avancez sur le sujet, vous gardez le contact avec vos collègues. Donc, voilà, donc, si vous voulez le récupérer, c'est là. Et puis surtout, si vous avez des questions, je suis dispo pour tenter d'y répondre, ou en tout cas pour apporter des éclairages complémentaires. Effectivement, il nous reste un peu moins de 10 minutes, profitez-en. Bérangère, je ne sais pas si j'ai répondu complètement à votre question, j'ai essayé de la prendre à la volée, quid des aléas et des gros imprévus qui perturbent justement la réalisation des tâches. Effectivement, courbe d'apprentissage, il y a 2 sujets, c'est requalifier les demandes que vont être ces aléas et ces gros imprévus.
voir si c'est forcément à vous d'intervenir. Est-ce que le sujet peut être délégué à quelqu'un? Et ensuite, il y a effectivement un sujet dans l'organisation même de vos agendas. C'est des choses, alors même si elles sont imprévues, si c'est des types d'imprévus qui sont récurrents, programmer effectivement du temps, ou en tout cas en prendre compte quand vous créez votre agenda de la semaine. Est-ce que quelqu'un voudrait prendre la parole pour poser une question ou partager une expérience? N'hésitez pas, il suffit de cliquer sur micro en bas à gauche. Oh, bon, personne? J'ai assommé tout le monde avec mes conseils là. Non, c'était très bon conseil. Si moi j'ai peut-être une question, ou peut-être que Oui. certains vivent la même chose. Nous, ce qu'a provoqué le travail à distance, c'est la liberté de chacun de travailler quand il est le plus performant. Le souci, c'est que certains travaillent beaucoup mieux à 23 heures, d'autres à 5 heures du matin, d'autres à 14 heures. Et du coup, ça change les formats d'un 9h, 17h ou un 9h, 18h où on pense que la personne est derrière son écran. Bon, ça change le rapport au temps, en fait. Et je ne sais pas si peut-être d'autres vivent. Alors, on arrive à se débrouiller, mais, donc, mais c'est quand même. On sent à des moments que ça crée des frustrations ou quelques petits décalages. Voilà, donc je pose la question de si certains vivent la même chose. Très bonne question. Est-ce que quelqu'un voudrait répondre à Audrey? Éventuellement, si personne prend la parole. C'est parti maintenant. Moi, c'est quelque chose, toujours avec, pour le coup, la même organisation dont je parlais tout à l'heure, qui est très, très organisée à distance. On a aussi la problématique d'avoir des gens qui travaillent dans 8 pays différents. Donc, en plus d'avoir les préférences de chacun, les volontés de chacun, il y a aussi les réseaux, les réseaux horaires, quoi. Les fuseaux horaires. Les fuseaux horaires, merci. Il me manquait clairement un mot. Et du coup, pour faire ça, nous, on fonctionne avec on a trouvé à peu près un moment dans la journée où on peut mettre toutes les réunions, on va dire, officielles et importantes et structurantes. Généralement, c'est entre 18 et 19 heures. Après, ça va dépendre de chaque organisation. Il y a aussi une grande partie d'associatifs. Donc, il y a aussi des gens qui travaillent à côté et qui, en plus, font ce boulot-là. Donc, on fait face à des gens qui ont des agendas très, très chargés et à qui on ne peut pas demander de libérer forcément de la place dédiée pour nous. Et donc, on a fixé, en accord avec les membres de chaque équipe, bien sûr, des créneaux sur lesquels on s'engage tous à être vraiment présents. Et c'est voire maximum, mais grand maximum 2 créneaux par semaine, pas plus. Et après, pendant ces créneaux-là, le but, c'est qu'à la fin de la réunion, chacun sache quelles sont ses actions, quelles sont ses tâches, ce qu'il a à faire. Si jamais il a des problèmes dans tout ce qu'il a à réaliser, quels sont ses points de contact à qui il peut faire appel pour demander de l'aide. Et il peut y avoir des actions seules ou à plusieurs. Si c'est à plusieurs, les gens peuvent s'organiser entre eux. Et l'idée, c'est de se dire qu'il doit forcément se passer quelque chose d'une semaine à l'autre. Ensuite, chacun s'organise comme il le peut. Généralement, les gens, une fois qu'ils sont impliqués sur un sujet, ont de la bonne volonté et s'organisent comme ils le souhaitent. Après, je pense que c'est une question de management et de valeur et de philosophie de l'organisation aussi beaucoup. Si on part du principe que les gens sont très libres et qu'à tout moment, ils peuvent lever la main pour faire appel ou envoyer un message. Nous, on travaille beaucoup avec Discord, par exemple, qui permet à tout moment de communiquer et le premier qui peut répondre répondra. Donc, les sujets très urgents, on a les points de contact, on a les personnes à temps plein, on a les points moi je les appelle les numéros verts, les SOS, quoi. Et puis généralement, on réalise petit à petit que plus les réunions obligatoires sont bien cadrées et bien structurées et ne dépassent pas du temps. Moi, je suis quelqu'un qui fait très attention à la gestion du timing en réunion d'équipe. Plus les choses sont cadrées et stables, plus les choses se passent bien derrière et moins les numéros verts vont à être appelés par la suite, en fait.
Donc, c'est toute une question, beaucoup de, je trouve, de valeur et de fluidité de l'organisation. Mais si ça vient de si l'activité est présentée d'une certaine manière dès le départ, c'est assez facile à prendre en route. Après, à transformer, c'est compliqué. Mais l'idée, c'est justement de capitaliser sur les moments de grande efficacité des uns et des autres, en disant, bah voilà, on sait que, par exemple, souvent les développeurs adorent développer la nuit. Bah super, c'est très bien, développe la nuit si tu as envie de développer la nuit. Par contre, nous, tout ce qu'on te demande, c'est d'être là à la réunion et de nous dire comment tu vas t'y prendre. Derrière, on avisera. Super, merci Manon pour ce retour. Avec plaisir. Et ce que je retiens, c'est qu'effectivement, alors c'est très lié à chaque organisation, mais il y a quand même un set de règles les plus explicites possibles. Maintenant, je ne sais pas si c'est gravé dans une doc ou quelque part, mais il y a quand même des règles de travail selon l'urgence et l'importance des sujets. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois être là? Est-ce que je ne dois pas être là? Ça, je pense que c'est un truc à ajuster à chaque organe, mais à garder en tête. De dire, il y a un set de règles, on peut les ajuster selon le contexte et on peut les ajuster selon l'équipe, mais il y a quand même une sorte de base commune de travail. Ouais. Je pense que la flexibilité, c'est quelque chose d'essentiel et voire même de vital en ce moment. Mais la flexibilité, c'est pas de la liberté à tout prix non plus. Et plus les règles vont être précises, vont être acceptées par tous aussi. Parce que poser des règles, c'est sympa, mais je pense qu'il est impossible de faire respecter des règles que les gens n'ont pas envie de respecter. Donc, à partir du moment où elles sont posées, elles sont acceptées par tous, nous, on fonctionne avec des chartes d'engagement, où on se dit, voilà, donc c'est pas un contrat de travail, il n'y a rien d'obligatoire, du juridique, tout ça, mais par contre, si tu travailles avec nous, ça veut aussi dire que tu t'engages à travailler de telle manière, et si ça ne te convient pas, bah, ça c'est un des points de la charte, mais si ça ne te convient pas, lève la main et dis-le. Et donc, en posant des règles, on peut atteindre un certain niveau de flexibilité, et je pense que voilà, le plus important, c'est de pas mélanger flexibilité et liberté. Super. Ouais. Bon, je vois que c'est l'heure. L'heure s'est écoulée déjà. Est-ce que Baptiste, peut-être vous voudriez conclure très rapidement? Et déjà, je vais m'excuser parce que je vous ai tutoyé pendant toute la session et j'aurais pas dû. Merci beaucoup des échanges, et je pense que Manon a un très bon mot de la fin. Globalement, le contexte dans lequel on est, c'est source de liberté, source de flexibilité, mais ça exige beaucoup de discipline dans l'organisation. Ça exige de se poser effectivement sur une réflexion autour de règles qui ne doivent pas être effectivement que des règles descendantes décidées en centrale. Si vous avez moyen de faire effectivement co-construire ces chartes-là, que ce soit au niveau du télétravail, au niveau d'autres enjeux dans l'organisation. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est à la fois des sujets de fédération d'équipe, mais aussi des sujets où vous allez créer aussi une culture commune. Et en fait, ce travail à distance est à la fois un révélateur des sujets de management à traiter, mais aussi, de mon point de vue, une super opportunité de prendre un peu de hauteur sur la manière dont on veut travailler ensemble, de ce qu'on veut proposer aussi comme cadre aux gens qui nous rejoignent. Donc c'est quelque chose à saisir. Si vous voulez creuser le sujet, nous on peut vous aider vraiment sur la partie, on va dire, bonne recette. Enfin, c'est ça qu'on fait chez Team Bakery, hein, c'est qu'on vous aide, on essaye sur chaque cas de figure de vous apporter des recettes un peu clés en main. Et surtout dans le club, en fait, on anime une communauté de managers qui se posent ces questions-là. Donc c'est aussi l'occasion d'échanger avec d'autres personnes qui ont ces mêmes sujets en tête. Voilà, quoi qu'il en soit, n'hésitez pas vraiment si vous avez des questions. Je pourrais je sais pas la suite comment ça se passait, mais allez voir ce qu'on fait ou même me contacter directement sur LinkedIn si vous voulez qu'on creuse des sujets. Nous, c'est des sujets qui nous passionnent. J'espère avoir pu transmettre ça. Et en tout cas, on se dit que c'est une super époque pour se poser des bonnes questions sur la façon dont on travaille ensemble. Très justement. Merci beaucoup Baptiste pour votre intervention, c'était super. Merci à tous aux participants d'être là et aux fidèles du canapé RH d'être venus encore une fois. Comme promis, chaque fois, d'ici la fin de semaine, vous allez recevoir le compte rendu justement avec les ressources que Baptiste nous parlait tout à l'heure, avec le compte rendu de nos échanges. Vous aurez aussi le replay vidéo, donc
N'hésitez pas à partager, à faire voir à vos collègues si ça peut servir. Je vous donne rendez-vous mardi 11 mai, notez bien dans votre agenda, pour un nouveau canapé RH avec Maëva Laurent du groupe Maison du Monde. Elle est chargée de communication interne et nous allons faire le plein d'astuces et d'idées d'animation justement pour réengager les équipes, les salariés. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre ce jour-là. En attendant, je vous souhaite bon courage à tous, très bonne continuation et surtout prenez soin de vous et je vous dis à très vite.